Vous pensiez Shyamalan mort et enterré? Monumentale erreur, il signe ici son meilleur film depuis Incassable. Si, c'est possible. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, on vient parler du nouveau film de M. Night Shyamalan, un de mes réalisateurs préférés, qui s'est perdu il y a quelques années, mais qui revient maintenant avec des budgets plus modestes à ses premiers amours, ces films qui nous ont fait frissonner, des films ultra épurés, allant droit au but avec juste un high concept et des acteurs ultra bien dirigés. Sixième Sens, chef-d'œuvre, Incassable, meilleur film de super-héros ever, signe, c'est formidable, et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Knock at the Cabin, c'est son meilleur film, depuis Incassable. C'est aussi bien que Signe, ça dépend des goûts, quoi. Moi, je préfère peut-être. Là, c'est le véritable retour de Shyamalan. Et pourquoi? Tout plein de raisons, et je vais tenter de vous les expliquer. Ça reste que mon avis, hein. On part d'une histoire très simple. Il y a en gros un couple gay qui a adopté une fille d'origine asiatique. Ils vont passer des vacances dans une petite cabane. Et là, il y a 4 bozos qui arrivent de nulle part, qui rentrent dans leur intimité, dans leur maison. Et c'est le choix de Sophie. Voilà. Il va falloir qu'ils fassent un choix, on va dire, radical, ou sinon l'apocalypse s'abattra sur Terre. Nom de Zeus. Mais donc c'est très simple. Et ça ressemble donc à un huis clos, c'en est un, hein, même si voilà, il y a quelques flashbacks, et puis qu'on est donc dans la maison et un petit peu dehors, hein, dans les bois, mais globalement, on reste dans quelque chose d'assez restreint, et c'est là où il est le plus fort. Narration visuelle à tous les étages, hein, très Hitchcockienne, il va diluer le temps comme ça, j'adore. Je vous donne un exemple, les 2 papas qui sont prisonniers, donc qui sont faits prisonniers avec les mains dans le dos sur une chaise, et puis bon, ils vont tenter de tirer sur les cordes. Au lieu d'avoir un plan sur une paire de mains et ensuite cut une autre paire de mains, là, il va faire un long travelling comme ça de gauche à droite. Et on a vraiment l'impression que chaque plan a un sens. C'est magnifique. Il y a beaucoup de palmas, j'ai trouvé, surtout dans les gros plans désaxés qui peuvent faire penser à la fameuse scène You Never See Me Very Upset. Vous voyez, avec les petits décadrages comme ça sur Tom Cruise, de gauche à droite, qui induisent déjà une tension, quelque chose qui va mal se passer. Il y a quelque chose à la Sam Esmail, hein, réalisateur de Mr. Robot, puisque certains personnages sont enfermés, prisonniers de leurs convictions. Eh bien, on va barrer tout de suite leur regard. Ils vont avoir en fait le cadre ici, avec de l'air derrière leur tête, comme si leur vision était obstruée d'une certaine façon. Donc c'est ce que fait Sam Esmail tout le temps. Tout est exceptionnel, enfin vraiment, je crois que ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait ça, aussi bien, en tout cas, tout a un sens. Il adore aussi faire des ellipses en un seul plan. Donc par exemple, on va avoir une scène dans un bar, et puis avec un travelling latéral comme ça, de gauche à droite, boum, on va passer dans un hôpital, et sauf que c'est juste le décor qui a été construit, vous voyez, et donc on passe d'un endroit à l'autre en un plan unique, c'est formidable. Donc visuellement, c'est une masterclass, et rien que pour ça, allez-y, hein. Et pas étonnant puisque le directeur de la photographie, c'est Jarin Blasch, donc le chef-op de Robert Eggers, The Witch, Lighthouse, dernièrement Northman. Ça fracasse. On est d'accord, hein. Vous voyez, si vous avez déjà vu ces films, on les aime ou pas, mais en tout cas, visuellement, formellement, c'est mortel. Et ouais, il y a vraiment une dimension Hitchcockienne que j'ai adorée, mais qu'il y avait déjà dans ses premiers films. Vous serez conquis. Ensuite, ce qui saute aux yeux, c'est la direction d'acteur absolument magistrale. On a l'impression vraiment qu'ils ont répété et répété et répété pendant des mois. Je pense que c'est le cas, hein. Il n'y a aucune fausse note. Et alors vraiment, vous êtes rivé à votre fauteuil. On a vraiment,
voilà, cette angoisse qui monte crescendo, qui est géniale. Est-ce qu'on croit à cette histoire? Est-ce qu'on n'y croit pas? Ah, c'est très duel, hein. Vous allez voir, d'ailleurs, on va y revenir. Moi, j'étais avec David de Film Talker dans la salle, et on n'a pas du tout eu la même séance. Lui, il a complètement cru à la situation. Moi, pas du tout. J'étais complètement en résistance. C'est très marrant, mais les deux sont possibles, et les deux sont très intéressants. Et bref, on s'est laissé emporter, on a adoré. Et à partir de maintenant, je vais spoiler. Donc, fly you fools. Si vous ne voulez rien savoir, ça y est, c'est parti. Spoiler, 3, 2, 1. Oh la vache. Alors, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est évident, ça saute aux yeux, et pourtant, je l'avais pas vu venir. je sais pas pourquoi. C'est vrai que bon. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui sont des personnages célestes mentionnés dans l'Ancien Testament, eh bien, jusqu'au XVIe siècle, en fait, on les considérait pas comme 4 cavaliers. On considérait que c'était un seul cavalier qui montait sur 4 chevaux différents, et on considérait que ce chevalier, c'était le Christ. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, parce que quelque part, le film raconte ça. Le film raconte des personnages qui sont au purgatoire, en vérité. Des personnages enfermés dans leurs convictions. Des personnages qui vont parler avec Dieu, donc, et qui vont finalement être jugés. Est-ce que le monde va survivre ou pas par rapport aux sacrifices qu'ils vont devoir faire? On en a la preuve dès le début, avec cette petite fille, ça commence sur la nature, qui arrive avec son bocal. Clairement, c'est une métaphore de la nature, vivre dans son bocal, il y a quelque chose comme ça, enfermée dans ses certitudes. Voilà, elle prend des sauterelles, elle les ramasse, et hop, elle doit ouvrir le bocal, faire attention de ne pas affoler les autres, c'est ce qu'il dit, lui dit Dave Bautista, en mettant une autre sauterelle dedans, donc apporter un point de vue différent à ses certitudes, et c'est vraiment sur ça que va jouer tout le film. Je vous ai déjà parlé de la vision obstruée, etc. Tout est construit comme ça, c'est magnifique. Et alors, ce que je trouve de plus sublime, personnellement, c'est le couple monoparental, le couple gay. Moi, j'y allais en me disant, ah tiens, Shyamalan, ça va, il va faire du progressisme, pourquoi pas, mais bon, ça va être encore gratos, etc. Et alors, pas du tout, mais alors, c'est le meilleur film progressiste ever pour l'instant. J'ai trouvé ça absolument fabuleux, puisque tout est articulé autour de ça. Et en vérité, on ne pouvait pas faire autrement. Alors on aurait pu mettre peut-être 2 femmes, ça aurait marché également, mais on ne pouvait pas mettre un couple hétérosexuel, ça n'aurait pas fonctionné. Et pourquoi donc? Eh bien parce que selon moi, ce couple monoparental ne représente en réalité qu'une seule et même personne. Ça m'a vraiment fait penser à la scène quasi finale de War of the World, Guerre des mondes de Steven Spielberg, où on a Tom Cruise qui est confronté à Tim Robbins. Vous savez, ils s'affrontent et quelque part, c'est son double maléfique. Je veux dire, c'est un peu lui-même s'il avait cédé à ses peurs. Et s'il l'avait fait, il aurait même pu tuer ses enfants, vous voyez, dans ce genre de truc où les gens paniquent, tuent toute leur famille pour éviter de mourir dans d'atroces souffrances, etc. On est vraiment dans quelque chose comme ça dans War of the World. Et là, c'est ça pour moi. C'est-à-dire que, quelque part, les 4 guerriers de l'Apocalypse, c'est une figure christique. Ces 2 pères, en fait, représentent l'homme, entre guillemets, dans toute sa splendeur. Et puis, l'enfant, c'est les générations futures. Donc c'est un film évidemment sur l'héritage, on parle beaucoup des enfants, il y a notamment une très belle scène avec Dave Bautista où il le dit explicitement, qu'il adore enseigner aux enfants, mais qu'il faut faire attention, parce que ce sont comme des éponges et qu'ils prennent au pied de la lettre tout ce qu'on leur dit. Et encore une fois, je reviens à ce bocal, à cette nature miniature, à cette maison, cette prison quelque part, où on a l'homme qui est très duel, qui doit lutter entre ses certitudes et entre l'acceptation de tout ce qu'on lui propose, alors à travers le prisme en plus d'une télévision qui ressemble dangereusement à un écran de cinéma. Et d'ailleurs, tout le film peut être considéré comme une mise en abîme sur le cinéma. On est prisonnier, on est des spectateurs et on regarde une lucarne dans la lucarne. Est-ce qu'on va y croire?
Ou est-ce qu'on va rester à côté, un peu comme je vous dis, hein, comme la lutte qu'il y avait entre moi et David. C'est absolument passionnant. On voit tout un tas donc de fléaux avec voilà, qui nous rappellent nos propres fléaux. Hein. Ça va nous rappeler le Covid, ça va nous rappeler les avions qui tombent, voilà, le terrorisme, etc. Et en vérité, toute la problématique gay du film, j'ai trouvé, elle est super intense et super forte, parce qu'aujourd'hui, c'est une idéologie qu'on ne peut pas, je parle du progressisme, hein, du wokisme, entre guillemets, qu'on ne peut pas vraiment critiquer. Voilà, on ne la remet pas vraiment en question. Et on se rend compte que ce film-là met une petite pichenette aussi également à cette chose, avec la scène finale qui est extraordinaire. Voilà, le mec, carrément, hein, c'est les deux faces d'une même pièce qui se retrouvent, puis il lui dit, mais non, mais attends, il nous déteste, vas-y, c'est pas possible, même si c'est l'apocalypse, rien à foutre, on se barre, on part dans la pampa, et l'autre, il lui dit, mais non, mais ils sont comme nous, en fait, ils ont peur, il faut les accepter, etc. Il faut qu'on vive ensemble. Et waouh, j'ai trouvé ça magnifique, vraiment, quoi. Que ce personnage, donc blessé par toutes ces expériences homophobes, en gros, se retrouve quelque part obligé de pardonner et d'accepter l'autre. D'ailleurs, on lui crève ses pneus de voiture, hein, rappelez-vous, et il va prendre la voiture de ses ennemis, la voiture, voilà, des 4 cavaliers. Il va la conduire. Bref, c'est un film sublime sur le vivre ensemble, accepter l'autre, renoncer à ses convictions, à sa vision étriquée. J'ai trouvé ça absolument sublime. Et puis, c'est un film extrêmement ludique également, puisqu'il y a un véritable jeu entre Shyamalan et le spectateur. On le connaît par cœur. On sait que c'est quelqu'un qui va faire un énorme twist. Et là, le twist, c'est qu'il n'y en a pas vraiment, justement. Et c'est ça qui est excellent. Et du coup, voilà, on se retrouve dans la position de ces prisonniers à l'intérieur de la baraque. Et puis, on se dit, c'est Shyamalan. On regarde Sixième Sens. Tout est faux. On regarde Le Village. Tout est faux. Enfin voilà, il y a énormément de films de lui qui jouent avec ça. Donc là, en note de cabine, on se dit, tout est faux. Sauf que, non. Tout est vrai. Et donc, c'est franchement excellent. Donc, très très ludique, extrêmement bien réalisé, métaphorique à plus d'un titre, un niveau de lecture, 2 niveaux de lecture, 3 niveaux de lecture. Non mais, je veux dire, même sur l'affiche, des petits détails. Je sais pas si vous avez vu, voilà, les pâquerettes. Il y a 2 petites pâquerettes, voilà, le vivre ensemble, apprendre à apprécier l'autre, voilà, qui se font des bisous. C'est magnifique. On voit qu'il a cogité. Alors, c'est adapté d'un bouquin qui apparemment, voilà, il a complètement trahi le livre d'origine, hein, ça n'a absolument rien à voir. Mais en tout cas, il avait un matériau de base qui lui a permis de réaliser son meilleur film depuis des années. Je suis hyper content. Je vous encourage à le découvrir de toute urgence. C'est magnifique. Merci Shyamalan. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu, diverti un minimum. Likez la vidéo si c'est le cas. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!